pas le temps en 6 heures de voir toute la lutte, notamment même niveau 1, niveau 2. Donc j'ai fait un choix, je vais vous présenter surtout comment aborder l'enseignement de la lutte niveau 2, d'accord, qui est, il me semble, la difficulté première chez les enseignants, c'est-à-dire d'aborder la lutte debout. Sachant que le niveau 2, si vous avez des élèves des cycles plus ou moins grands, vous pouvez l'aborder dès le niveau 1, d'accord. Je ne suis pas du tout fermé là-dessus, c'est ce que je disais jeudi. L'idée, c'est qu'on vérifie des acquis chez les élèves en termes de sécurité qui nous permettent ensuite d'accéder à la lutte debout, sans les lancer avec un risque objectif de blessure ou de problème psychologique. Pour rappel, la règle d'or en lutte, c'est de ne pas faire mal. Ça, c'est ce qui est noté dans le règlement lutte collège, le règlement qui sert également pour les benjamins en fédéral. Il faut rajouter ne pas avoir mal. D'accord ? Pourquoi ne pas avoir mal ? C'est simplement les moments où on ne peut pas dire bonjour, où on ne peut pas dire que. Parce que tout simplement, on a la main du camarade qui est devant, on ne peut pas dire qu'on a mal. On tape par terre, ou on tape sur le partenaire sans lui faire mal évidemment, mais pour signaler que on n'est pas bien. D'accord ? Et ça veut dire aussi qu'il faut tout de suite se mettre au clair sur, j'allais dire, la gestion de la sécurité passive. On demande d'enlever les bijoux, montres, et ainsi de suite. Mais ça doit devenir une habitude. Ouais. Ensuite, 4 actions dangereuses, et c'est comme ça que je commence avec les élèves. Je prends, tiens, viens avec moi, tu vas me servir de cobaye. Je prends un élève, et je leur montre, en tant qu'arbitre, vous aurez à gérer et stopper les combats sur ces 4 actions. D'accord ? La première des actions, c'est la saisie de la tête à 2 bras. On ne saisit jamais la tête à 2 bras. Vous comprenez bien pourquoi. Il faut toujours saisir avec le bras ou une autre partie du corps, ou la taille, ou la jambe, mais la tête seule, c'est pas possible. On arrête le combat dans ces positions-là. Deuxième action dangereuse, c'est la tête dans le ventre. Pour lui, parce que ça fait mal, et pour moi, parce que s'il m'écrase ensuite par-dessus la tête, ça risque de me faire mal aussi. Donc on dit aux élèves, il faut essayer chercher toujours à sortir la tête de toute façon. D'un point de vue technique, entre guillemets, l'élève pourra réaliser des prises beaucoup plus facilement en sortant sa tête sur les côtés qu'en la gardant en dessous. Il y en a, en passant entre les jambes, mais c'est très complexe, c'est pas du niveau scolaire. Troisième action, c'est toutes les actions qui vont être avec les armlocs ou toutes les tensions articulaires. Là, c'est pareil, on proscrit. D'accord ? Ça va même jusqu'à des choix techniques qui peuvent être, si elles sont mal réalisées, être dangereuses pour les élèves. Donc ça veut dire par exemple, moi je le fais. Pour les élèves que j'avais notamment en section UNSS, ils me la faisaient. Mais on peut proscrire la clé de tête. D'accord ? Ça ne me choque pas puisqu'on est sur une clé, on va avoir une hyper extension de l'articulation de l'épaule. Et donc, ça, c'est à proscrire. Ce qui est proscrit en UNSS, par exemple, c'est ce qu'on appelle la double clé de Nelson. D'accord, la double clé de tête. Dernière action, qui est plutôt une action qui est liée à, j'allais dire, à mon vécu, qui était donc, il m'attaque aux jambes, vas-y, viens m'attaquer aux jambes. Et là, moi, je stoppe la lutte quand l'élève vient chercher par-dessous les cuisses. Pourquoi ? Parce que s'il ramène ses pieds, ramène ton autre pied, et que je lui tombe dessus, je la tombe, voilà, et paf, je lui tombe dessus après, vous entendez ? J'appelle ça le crack dos. Okay, ça lui tombe sur le dos, ça fait crack le dos. J'ai eu un élève qui s'est blessé comme ça, enfin blessé, il a eu une hyperextension du dos. C'est pas forcément favorable. Par contre, il me tient les jambes, je peux le saisir ici, je peux le saisir à la taille, ça gêne pas, de toute façon ses jambes sont libres pour pouvoir partir. C'est ça qui compte. Cette situation, j'ai envie de vous dire, elle n'est pas si dangereuse que ça. Le rapport entre les muscles des bras et les muscles des jambes, on est d'accord, il est vraiment inférieur. Ça veut dire que lui, il va quand même pouvoir dégager ses jambes normalement. Mais il suffit qu'un élève ait vraiment une force physique impressionnante. Je vous rappelle les modalités d'une conduite. Au départ, c'est émotionnel, merci. Et ensuite, ils agissent en force, en termes d'évolution des conduites motrices. Et après, ils exploitent les opportunités, ils exploitent le fait que l'autre pousse sur lui. Mais d'abord, ils agissent en force, en termes d'action. Donc, quand j'agis en force, je pousse vers l'avant. Et donc, je risque de tomber sur lui. Voilà les 4 actions qu'on doit rappeler tout le temps aux élèves en début de combat. Et au début des cours, notamment sur les premiers cycles, mais au deuxième cycle également. Et ça, il va y avoir vous, il va falloir que vous soyez vigilants, mais également les élèves. Ensuite, on va dire que comme on est sur un niveau 2 de pratique, vous avez déjà quelques prérequis d'ordre moteur et d'ordre méthodologique et social. Ça veut dire que moi, j'ai envie de vous dire, si vous avez vécu au moins une fois 10 heures, j'espère que vous maîtrisez au moins un retournement au sol,
d'accord, que vous maîtrisez au moins les principes d'efficacité d'une finale, ou vous maîtrisiez une finale particulière qui est un contrôle pour maintenir son adversaire au sol, d'accord, et que vous ayez passé avec moi ou avec un autre enseignant le permis de chuter, qui est la réalisation de 2 techniques sur plusieurs répétitions, une vers l'avant et une vers l'arrière, en coopération. Voilà. C'est, j'allais en dire, ce qu'on pourrait mettre en commun en termes de passage obligé pour une équipe enseignante dans un établissement. Comme ça, quand je récupère les gamins de mes collègues, je sais qu'ils ont ça dans leur bagage. D'accord ? On parle là-dessus d'un point de vue moteur. Et social, puisqu'il est méthodologique et social, puisque le permis de chuter, c'est quand même de l'ordre du méthodologique et social. D'un point de vue, ensuite, méthodologique et social, ce qu'il faut maîtriser, on va dire à la sortie de 6e, c'est le fameux score parlant. Je vous ai parlé du score 110-1. Les élèves sont maintenant, a priori, on va être obligé d'en remettre une couche, si j'ose dire, être obligés ils sont capables de coter les actions qu'ils vont voir pendant les combats. D'accord ? Pour rappel, le tombé, c'est les 2 omoplates, le bas des omoplates ou le haut des omoplates pendant 2 secondes sur le dos. Vous pouvez aller jusqu'à 3 secondes si vous estimez que c'est difficile pour l'arbitre, ça ne me choque pas. En niveau 1, on est mis en danger, on est presque tombé quand mes épaules dépassent les 90 degrés, donc c'est surtout quand une épaule touche, pour rappel, par rapport à ce que j'ai dit à jeudi, ou roule sur les épaules, d'accord, ou est maintenu moins de 2 secondes sur cette position. Ok ? Petite différence avec le niveau 1, ce que j'ai expliqué également jeudi, comme on va être sur l'objet d'enseignement sur les attaques de jambes, je vais introduire la mise en danger qui se rapproche plus de la pratique sociale de référence, qui va être une mise en danger plus à 45 degrés. D'accord ? 45 degrés, ils ne vont pas sortir le compas non plus, vous leur donnez un repère concret, le rapporteur, pardon, vous leur donnez un repère concret, c'est un coude. Un coude au sol, on estime qu'il y a 45 degrés, et là il y a mise en danger. Il y a toujours la mise en danger quand on tombe comme ça, voilà, orienté. Celle-ci compte toujours, on roule sur les épaules, ça compte toujours, évidemment. Mais on rajoute en plus celle avec le coude, comme dans cette position-là. Ok ? Là, je ne suis pas en danger. Je ne suis pas mis en danger. Je suis tombé sur les fesses et il n'y a pas de poids. D'accord ? Dans mes propositions, on est bien d'accord. Enfin, on met un point pour les passages arrière, c'est-à-dire un adversaire qui est amené au sol, à 4 pattes, à plat ventre, ou dans cette position-là, et j'arrive à passer derrière, en le ceinturant, en prenant un contrôle sur lui. Un point également pour ce qu'on appelle des sorties de zone. Debout, une sortie de zone, on va considérer que l'élève est sorti, le lutteur est sorti quand il va avoir un pied à l'extérieur. Quand ça va être à mi-hauteur, c'est-à-dire au moins avec un genou au sol, ça va être les pieds, un pied ou 2 pieds, vous choisissez. Moi, je mets un pied à l'extérieur. Quand on est à 4 pattes, on est sorti quand on a... Là, je prends le repère des luttes collège, c'est les mains qui établissent si on est sorti ou pas. C'est-à-dire que si la surface de combat, c'est là, mes mains sont à l'intérieur, là, je ne suis pas sorti. D'accord ? Enfin, au sol, un repère donné, c'est les épaules. Moi, je rajoute le triangle tête-épaule. C'est-à-dire que si le triangle, une partie du triangle tête-épaule reste dans la zone, on est encore à l'intérieur de la zone. Si j'ai une partie du triangle qui sort, là, on est dehors. D'accord ? Donc ils maîtrisent ça, les élèves. Ils maîtrisent, c'est des actions de sortie. Ils maîtrisent également, donc ils sont capables de comprendre que lorsqu'il y a eu un tombé, il y a forcément eu une mise en danger, puisqu'il y a eu une action pour renverser son adversaire, ensuite pour le maintenir sur le dos. Donc ils sont capables de coder 10 plus 100. Et enfin, d'un point de vue méthodologique et social, on le verra après, ils maîtrisent ce que j'appelle le format pédagogique de la tournante au point. J'en ai plus ou moins parlé jeudi, on va le vivre aujourd'hui, puisque c'est mon format. C'est l'organisation de mes situations globalement, notamment situation type grande boucle ou situation petite boucle, c'est-à-dire situation proche de la situation de référence ou situation plus de type résolution problème avec un aménagement ou une consigne particulière. Voilà globalement ce que connaissent les élèves. Évidemment, ils ne connaissent pas tout, mais on part avec du vécu dessus. Et on va, pour un niveau 2, on va repartir sur les 2, voire 3 premières leçons sur ce qui consolidait, ce qui a été acquis au niveau 1. Mais on va plutôt nous partir directement là, dès le niveau 2, je fais passer encore un autre permis de chuter. Bah oui, vous récupérez les élèves des collègues, ils n'ont pas forcément adhéré à votre permis de chuter. Donc moi, comme c'est mon dada, on va dire, je fais le permis de chuter. Un permis de chuter où je vais utiliser 2 types de prises. Une prise où, tiens, viens avec moi, je change de partenaire.
C'est aussi ça la lutte, hein, c'est-à-dire plus on change de partenaire, plus on s'améliore. Donc là, je suis là, je viens chercher un contrôle de jambe. D'accord. À partir de cette saisie-là, on va faire une prise, donc vers l'arrière pour lui, vers l'avant pour moi. Et à partir de cette saisie jambe, de ce contrôle jambe, taille, on va également faire une prise vers l'arrière. Pourquoi? Parce que c'est les deux contextes qui vont me servir après pour aborder la lutte debout. D'accord? C'est les deux contextes où lui, il a les bras libres, il faudra qu'il maîtrise, j'allais dire l'enroulement le menton qui se colle, et donc l'enroulement vertébral arrière quand il chute. Et moi, il faudra que je maîtrise l'équilibre de coupe au moment où il atterrit sur le tapis.